À entendre parler les chasseurs expérimentés, tout le monde peut se lancer dans le bug bounty sans forcément avoir des compétences techniques incroyables. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'ils ne cacheraient tout simplement pas leurs techniques les plus efficaces? Est-ce qu'ils testent réellement toutes leurs cibles à la main ou est-ce qu'ils utilisent des batteries d'outils automatisés et optimisés depuis des années pour arriver à leur fin? Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Partie 2, qu'est-ce que c'était le titre déjà? C'était les techniques secrètes des hunters ou bien le ninjutsu des hunters. J'ai très inspiré sur les noms des parties. Ouais, c'est ça. Très bien, on va parler technique et on va parler automatisation, etc. Ça va être incroyable. Chose qu'on avait peu fait au final avec BZ Hunt la première fois, donc lâchez-vous, ça va être le moment où il va falloir sortir toute votre technique, c'est maintenant. On commence par quelque chose qu'on a déjà un petit peu abordé tout à l'heure, mais on va creuser un petit peu plus. Si jamais on n'est pas très technique, est-ce qu'il y a quand même des chances de trouver quelque chose en bug bounty ou c'est compliqué? Tu peux trouver... Par exemple, exploiter une CVE connue. Log4j, c'est un bel exemple. Tu as des outils comme Nuclei qui te permettent de trouver ce genre de vulnérabilité et tu peux, si tu as de la chance, passer dessus et l'exploiter. Sans aucune connaissance, ouais, tout à fait. Il y a aussi des vulnérabilités qui rapportent gros, on appelle des d'or, qui entre guillemets, suffit de faire un +1 dans l'ID qui est dans l'URL et hop tu tapes sur quelqu'un d'autre et voilà, et c'est une crit et voilà, c'est un +1, donc ça demande forcément un gros bagage technique derrière, même si derrière faut le voir et utiliser l'application, mais c'est pas une vuln qui requiert des compétences et des connaissances approfondies sur la matière. Si on refait un petit peu le rapport avec le pentest qu'on faisait en début d'émission, est-ce que le skill set il est très similaire ou est-ce qu'il y a quand même des différences flagrantes? Par exemple, maintenant que je fais du pentest, je commence à le comprendre un peu plus. J'ai l'impression qu'en bug bounty, on passe beaucoup de temps sur la recon et le fuzzing, là où en pentest, on va peut-être plus regarder, je sais pas, des CVE ou des mauvaises implémentations, ce genre de trucs. Là, tu parles, dans le cas que tu dis, tu parles pour les scopes wildcard, quand tu parles de recon fuzzing. Oui, par exemple, API, mais ça peut être aussi, si tu as une API, tu vas fuzz. Sur l'API, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est un peu similaire, parce que typiquement, en fait, ça dépend de l'appli que tu vas auditer. Si ça arrive en pentest que tu es du wildcard, même si un peu rare, je pense, un peu la classique front-end des API, mais je pense que l'approche va être la même. Mais par contre, au niveau du rapport, tu seras plus exhaustif sur un pentest que sur du bounty. Mais pour moi, les outils de reco et la toolchain que tu vas appliquer va être similairement pareil. Oui, c'est un peu un oxymore, mais c'est pas grave. Mais voilà, pour moi, c'est un peu la même chose, en fait, au final, puisque... par exemple, avec un scope en wildcard, que tu sois en bug bounty ou en pentest, tu veux sortir le plus de domaines possible. Donc, tu vas utiliser des outils type Hamas, qui est un outil qui permet de récupérer des domaines avec pas mal de clés API. Il va aller chercher sur Shodan, il va aller chercher sur VirusTotal, etc. Des outils comme Asset Finder aussi, qui marche plutôt pas mal. Un outil assez classique, crt.sh, qui permet d'aller récupérer les noms de domaines dans les certificats HTTPS. Enfin voilà, tu vas essayer d'être le plus exhaustif possible, je pense, que ce soit un bounty ou un pentest, puisque... C'est à peu près la même chose. On peut même dire que c'est la même chose, ouais. Pour moi, c'est la même chose. Sauf qu'il y a juste le temps. Tu auras plus de temps bug bounty. Est-ce que vous avez une méthodologie particulière en BB? Vous avez partiellement répondu ici. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser, justement, tu viens d'attaquer le programme, tu t'es inscrit, comment ça se passe? Pour ma part, ça va dépendre en fait déjà du type de scope. Si c'est, on va revenir dessus, mais la différence, elle est vraiment fondamentale. Si c'est du wildcard ou si c'est une app en particulier. Moi, si c'est du wildcard, c'est comme je viens de dire, tu passes des outils dessus, après tu pipes dans HTTPX pour avoir que les domaines qui sont up, et après tu vas checker les ports, les machins, etc. Et après tu te retrouves avec une liste énorme. Tu peux utiliser Nuclei parce que tout le monde, il y a des gens qui trashent un peu l'outil, mais en vrai l'outil est vraiment bien, il est efficace. Il est d'autant plus efficace si tu as tes propres templates évidemment, mais ça permet aussi de faire une reco avec Nuclei, de savoir que 90% des domaines du scope sont faits en PHP par exemple, ou des choses comme ça, qui est une information qui est quand même sacrément intéressante, puisque quand tu connais le langage de programmation utilisé en back-end, ça va orienter ta recherche de vuln. Et derrière, après c'est un peu plus du spray, tu vas plus survoler les applis dans un premier temps pour aller sortir les vulnes qui sont assez évidentes. Et après tu vas te concentrer sur les applis où tu te dis ah ouais là ça pue, ou même les applis où tu peux te register, parce que mine de rien généralement il y en a pas beaucoup en fait sur des domaines en wildcard, hein. Tu vas trouver du Atlassian, tu vas trouver du Jira, etc. Mais à part claquer des CVE connus, tu peux pas faire grand chose. Tenter un admin et ça doit passer une fois sur 100 000 quoi.
Mais voilà. C'est clair. Et sur un domaine où c'est plus applicatif, donc avec une API, etc., moi, ma reco, c'est d'utiliser l'appli telle quelle, en fait, de même pas, de juste avoir un burp à côté qui va loguer toutes les requêtes, mais même pas les intercepter pour les garder. Je vais utiliser l'appli comme le ferait un user normal, en fait, qui a payé pour le produit ou un truc comme ça. Histoire ne serait-ce que de comprendre à quoi ça sert, puisque si on n'arrive pas à comprendre à quoi ça sert, ça va être un peu compliqué de l'auditer. De voir les différentes fonctionnalités. À Iker, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Ok, je peux faire ça, je peux interagir, je peux créer des users. Donc, si on peut créer des users, tu commences à réfléchir. Ok, il doit y avoir une notion de ACL, d'access control. Donc, va falloir vérifier ça, etc. Tu te fais un petit schéma dans ta tête. Enfin, moi, je le fais dans ma tête. Après, je sais que certains aiment bien le noter aussi, de dire, là, ça fait ça, etc. Donc, d'utiliser l'appli normalement. Moi je le fais pendant, ça dépend comment l'appli elle est faite, mais généralement en 30 minutes, 1 heure, histoire de vraiment bien comprendre le truc. Et après c'est là où tu vas sortir ton burp, tu vas regarder comment l'appli au niveau de l'arborescence elle est faite. Typiquement, ok, il y a une API, ok, il y a des machins, API V1, API V2, V3, ok, donc s'ils sont en V3, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des V1 qui traînent quelque part, etc. Et après, c'est là où tu commences à déjà analyser aussi comment l'appli elle fonctionne au niveau de l'authentification. Est-ce que c'est un cookie? Est-ce que c'est un JWT? Est-ce que c'est, je sais pas, autre chose? Quand je récupère les infos de mon user, est-ce que j'ai un ID? Est-ce que j'ai un UID V1? Est-ce que j'ai un UID V4? Est-ce qu'il n'y a juste pas d'ID parce que c'est un /me, par exemple? Enfin voilà, moi, je vais vraiment me concentrer là-dessus, d'essayer de dégrossir un peu l'application, module par module, et essayer de comprendre comment ça fonctionne derrière. Parce que si tu te lances direct dans l'attaque, pour moi c'est pas très utile, parce que tu vas omettre la partie de reconnaissance et d'apprentissage de l'application que tu audites, et tu vas potentiellement passer à côté de vulnérabilités qui, une fois que tu y penses, sont évidentes, mais juste tu n'y as pas pensé parce que tu avais mal retenu. Moi je dirais, pour compléter, c'est comprendre la fonctionnalité de l'application, les fonctionnalités, et après savoir les détourner. Et une fois que vous avez fait votre reco, en fait, c'est pas le lieu d'aller en profondeur sur l'OWASP, mais on va peut-être pouvoir en parler, si vous pouvez nous en dire 2-3 mots. Et puis, est-ce qu'il vaut mieux toucher un petit peu à tout? J'ai déjà ma réponse, je pense. Ou est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser? Certains font de la XSS, d'autres des SQLI, des IDOR, ce genre de choses. Alors ça dépend, on va dire, du hunter. Moi perso, j'ai mes petites spécialités, on va dire. Donc il y a des choses que j'aime beaucoup faire, les SQLI, les RCE, des choses comme ça, traitement de fichiers. Après, tu en as d'autres qui sont plus spécialisés dans les XSS ou autres, et qui en trouvent énormément, alors que moi je passe à côté. Donc on va dire que c'est vraiment selon le hunter, parce que ça m'étonnerait que, enfin je sais pas, peut-être que hunter, tu le mets sur une appli et qu'il te trouve de la XSS, des SQLI, des RCE, SSRF, tout ce que tu veux. Je pense pas. Moi, je pense vraiment que chacun a sa petite spécialité et qu'il arrive vraiment à déceler ce type de VIN qu'il préfère. Ou peut-être parce que inconsciemment, on cherche ce type de vulnérabilité. Ouais, je suis d'accord. Peut-être pour moi, ouais. Après, je sais pas comment Worthy travaille. Moi, je focus pas des vulnes. Enfin, en fait, je vais focus des vulnes en fonction du fonctionnement de l'appli. Je sais pas si c'est très clair, mais typiquement, si l'appli elle sert à, je sais pas, à gérer des API, par exemple, il va y avoir des webhooks, il va y avoir des trucs comme ça. Donc là, ok, on va se dire, ok, donc il y a potentiellement de la SSRF, donc Server-Side Request Forgery. Si l'application elle sert à gérer des users, là on va peut-être plus avoir des problèmes d'ACL, des IDOR, etc., des Improper Access Control. Voilà, c'est vraiment dépendant à la fois de l'application et à la fois du langage aussi utilisé en back-end. Après, comme a dit Iker, il y a des gens qui se spécialisent dans certaines choses. On peut voir, je pense que Rabi a du report 10 000 ou 20 000 XSS, je pense, sur Yesouyak. Tout à fait. Et puisque c'est un sujet qu'il maîtrise à la perfection, voilà, c'est indéniable. Mais même s'il reporte autre chose, voilà, mais je trouve, en tout cas, si tu regardes son profil Yesouyak, qui est principalement axé là-dessus, quand tu regardes le profil de, par exemple, Iker, il y a de RCE, il y a de l'XSS, il y a de l'IDOR, je pense que c'est dépendant en fait de l'appli qui est en train d'auditer à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est intéressant. On n'a pas exactement la même réponse qu'on a eu la dernière fois. C'est assez intéressant. Quoi la réponse que... Curieux. Eux, ils étaient plus... J'avais l'impression que Zach Setoumer était plus dans le dive quand même technique sur certains trucs. Après, il parlait beaucoup plus de tout ce qui était business logic, etc. J'avais l'impression.
J'avais beaucoup. C'est des types de vues qu'ils aiment bien, ouais. Ouais, Ouais, bah, Brice beaucoup, et Victor est plus technique en fait, sur les vulnes qu'il va rechercher. Ouais. Mhm. Je pense que ça dépend vraiment le type de hunter, et c'est pour ça que je pense que bosser en collab, ça aide pas mal, parce que ça élargit un peu le plan de vulnérabilité que tu peux trouver. Ouais, Mhm. clairement. J'allais dire, si pendant un LHE on voit pas Brice report au moins une business logic, c'est qu'il est pas là, quoi. Alors ceci dit, on a parlé de l'OWASP, mais on a vu que vous avez évacué la question complètement tout de suite. Non, je plaisante. Ceci dit, est-ce que ça vous sert à quelque chose, ce genre de standards qui, en général, sont plus faits pour comment dire, du management, on va dire. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous appliquez, ou juste vous l'avez appris un petit peu au départ de votre entrée, on va dire, dans le milieu, et puis c'est devenu partie des murs, on va dire. Bah, j'utilise, oui, beaucoup, surtout le top 10. Hein. Chaque année, je sais pas s'il a changé cette année, en 2023 il a changé. En fait, le WASP, c'est le top 10 des principales vulnérabilités qu'on peut trouver dans des applications web, parce que tu as le Testing Guy Web, Testing Guy API, etc. Mais ouais, j'utilise, en plus, c'est super bien fait. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder un peu quoi ça ressemble. Tu as une sorte de testing guide, c'est-à-dire que étape par étape, par exemple, le côté autorisation, le côté gérer son ACL et compagnie. Tu as différentes étapes et différents tests à effectuer sur ton appli. Si tu veux vraiment aller en profondeur. Mais oui, moi je l'utilise, mais après, comme Worty, moi je l'ai de tête. J'ai mon mindset à tester, j'ai mon process. Mais oui, c'est quelque chose qu'on utilise. Surtout en pen test. Parce que tu veux couvrir vraiment, lorsque tu veux rédiger ton rapport, tu veux vraiment être sûr pour ton client que tu as vraiment couvert l'application, et on se sert de l'OWASP, du top 10 pour dire: «Oui, voilà, on a couvert le top 10 des principales types de vulnérabilités qu'on peut trouver sur une appli web». Ouais. C'est ça, ouais. Moi, je me suis basé dessus au début, même si je m'en sers toujours. Mais en fait, j'ai, entre guillemets, construit une méthode personnelle, mais qui se base évidemment sur ce qu'est le WASP, parce que comme a dit Kerr, c'est quelque chose d'important, c'est bien fait, c'est bien expliqué. Enfin voilà, c'est un standard qui, à mon sens, est plus qu'à suivre, parce que ça permet de. Enfin, c'est complexe en vrai. Ça paraît simple de se faire une méthode de testing d'une app, mais en vrai, il y a beaucoup de choses qu'on passe à la trappe, je pense pas. Et en suivant ces guides un peu déjà faits, ça permet de pas oublier des choses évidentes, de bien couvrir l'application. Et après, ce qui est cool aussi, c'est que tu peux voir dans le top 10 de l'année passée, vraiment le type de vulnérabilité qui est toujours, il y en a qui seront toujours là. Il y en a d'autres un peu moins, comme les SQL injection, ça commence à être plus difficile à chasser. Je sais pas pour toi, Worty, mais moi, si j'en trouve 3 ou 4 par an, c'est bien. Voilà. Ouais, les SQLI, ça commence à être Ça commence à être plus rare. Parce qu'avec plus rare, tous les ORM, toutes les choses comme ça que les devs commencent à utiliser, moins de conneries possibles, on va dire. T'en trouves encore, mais il faut vraiment des fois aller chercher, mais bien loin. Après, tu regardes un peu, il y en a qui reviennent toujours. Beaucoup de business logic, c'est peut-être pour ça que l'équipe en question, BZN, ils aiment bien chasser dessus, puisque forcément, c'est quelque chose que qu'on devrait chasser plus souvent, perso, pour moi, ouais. Et du coup, vous avez une veille technique hyper importante, ou comment ça se passe en fait? Que bon, l'OWASP, c'est quelque chose que vous avez assimilé déjà il y a un petit moment. Je pense que c'est ça, ouais. Enfin, vous vérifiez un petit peu chaque année. Enfin, le top est pas sorti cette année, je crois non plus, mais on regarde un peu. C'est le LLM, mais pas voilà. Ouais, mais du coup, en veille technique, comment ça se passe? Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai une source qui est super intéressante pour moi, c'est Twitter. Tu vois un peu le type de ville qu'on peut trouver, les nouvelles CVE qui sortent, des petits tips que personne ne pensait. Je fais de la veille là-dessus. Après, tu as des certes, etc. Le CERT Thales, où j'ai beaucoup d'infos. Mais ouais, on fait de la veille aussi. Ou même. Ouais, principalement Twitter aussi, comme les nouvelles CVE, les nouveaux machins, les reports HackerOne qui sont dispo aussi, qui sont souvent intéressants à lire. Même si c'est pas forcément une techno qui nous intéresse, généralement, moi j'aime bien lire les trucs de Web3 parce que j'ai l'impression que c'est de la magie noire. Mais c'est intéressant à lire puisque généralement les rapports sont plus que bien expliqués sur des vues très techniques, et ça permet de mieux comprendre le truc. Et comme l'a dit Kerr, sinon des
des techniques auxquelles qui paraissent évidentes mais auxquelles personne n'avait pensé avant et qui permettent de faire des choses sympas, quoi. C'est accessible publiquement tout ça ou il faut être inscrit sur la plateforme, j'imagine? Sur Twitter, faut suivre les bonnes personnes. Après, t'as des trucs sympas. Avant, il y avait un truc qui était super bien, mais maintenant, il fonctionne plus. C'est Save the Trends. Je sais pas si vous le connaissiez, celui-là. C'était pas mal. Tu voyais en temps réel les dernières CV sorties ou les derniers Ah oui. les plus remontés. Donc, t'avais pas mal d'infos. Et c'était un bel exemple parce que je me souviens que Log4j, il est sorti un vendredi et c'est tombé sur Twitter et c'est parti de là, quoi. C'est parti de là. Et les rapports sur les plateformes, genre Yeswake ou autre, c'est Alors, pareil, c'est Yeswake, accessible? Il n'y a pas de rapport disponible sur Yeswake. Ou HackerOne, ouais, pardon. HackerOne, il y en a beaucoup, oui, c'est intéressant. Par exemple, je crois que c'était le GitLab, la dernière vue de GitLab, ouais, c'était sur un rapport, on l'avait vu passer sur un rapport, ouais. Okay. Ouais, c'est une source d'information. Parce qu'après, tu peux apprendre, t'en apprends tous les jours et tu peux voir un peu comment font les mecs différemment. Enfin, c'est pas mal. Le partage est intéressant. Ça vous est déjà arrivé du coup de suivre une tendance, peu importe, utiliser Twitter avec Log4Shell par exemple, de prendre une tendance comme ça, de vous dire ok, ça en fait ça va péter, il y en aura partout, vas-y je teste sur tel programme, je me lance tout de suite, je teste, et de trouver quelque chose derrière? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Pour Log4j, ça m'est arrivé pas mal de fois. Tu m'étonnes. Ouais, alors moi pour Log4j, j'étais pas encore aguerri au point de me dire il faut la tape tout de suite. Mais ça m'est arrivé, on avait fait un CTF l'année dernière où le mec avait lâché une 0 day Drupal en tchal et on l'avait trouvé avec Mizu. On avait été les seuls à le flag. Le mec nous avait MP à la fin en nous disant les gars, pas de write-up, c'est pas encore patch MDR. Donc en fait du coup on avait fait un template Nuclei et dès que la vulne est sortie publiquement, on l'a balancé sur tous les scopes qu'on avait et on 2-3 hits dessus. Ah ouais, ça vaut le coup. Et vous êtes parti en vacances aux Bahamas. Très bien. Et ouais. J'aurais bien aimé, ouais. Non, mais voilà, ouais, donc se tenir au courant et quand il y a vraiment un gros truc qui pue, ne pas attendre que quelqu'un fasse le template ou fasse le truc, mais le faire. Ah oui, faut le faire. Déjà de 1, ça permet de comprendre en fait la vulne typique, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont spray Log4j et qui n'ont pas du tout regardé les techniques. Donc ça permet de comprendre ce que ça fait. Ça te permet de comprendre typiquement, par exemple, comment on fait un template Nuclei, parce que il y a des fois où c'est pas simple à faire, hein, il y a une syntaxe à respecter, etc. Et derrière aussi une fois que tu as spray ton truc, que tu as fait tes bounties, de participer à la communauté aussi et de fournir le template publiquement tout le monde, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, tu cibles vraiment, tu vois, tu t'arroses pas partout en disant bon, je balance ça, on va voir ce qui se passe. Tu cibles vraiment quelque chose et après tu récupères dans tout ton scope et tu le balances. Après, il faut que le programme l'accepte aussi. Aussi, ouais. Si c'est une CVE ça dépend les programmes. Il y en a, ils acceptent très bien, ils sont même ravis que tu trouves ce genre de vulne. Donc ça dépend. Bon, Nuclei, ça fait plusieurs fois que vous en parlez. À juste titre, mais est-ce qu'il y a d'autres outils en fait mis à part Burp Suite, hein, j'imagine, est-ce qu'il y a d'autres outils vraiment que vous trouvez indispensables en fait dans votre activité de hunter? Python. Ouais. Très utile. Après, comme outil, moi perso, j'utilise quoi? Je fais pas beaucoup d'automatisme, moi, j'en fais pas beaucoup. Parce que bon, moi j'ai le type de vulne que je cible, donc je pense pas que je peux automatiser la recherche de ce type de vulne, parce que la plupart du temps, il faut qu'il y ait un compte sur l'appli, donc c'est pour ça que je fais pas trop d'automatisation. Mais par contre, je me sers de Nuclei ou des choses comme ça pour, lorsque j'ai un scope assez large, pour remonter le type de technologie utilisée. J'utilise vraiment le template pour qui me remonte la techno, comme disait tout à l'heure Worthy, comme ça au moins tu sais déjà ce qui se passe, tu sais ce que tu peux avoir. Mais je fais ça. Mais sinon, automatique, j'en fais pas. Après, moi, du coup, pour les tools automatiques sur des pays, sur des applicatifs, j'en utilise pas non plus. Enfin, je sers pas, à part Burp évidemment et toutes les extensions associées. Sinon, ça sert pas à grand chose parce que, comme a dit Pierre, il faut un compte, faut que tu t'authentes. Enfin, il n'y a pas d'outil qui gère réellement ce truc-là, mis à part Burp évidemment, du coup. Non, par contre, pour les scopes en étoile, moi, j'utilise du coup Mass, AssetFinder, CRT.sh, etc. pour avoir les domaines. Ensuite, on va le piper dans HTTPX pour avoir des choses qui répondent. Et après, on peut utiliser des outils, donc notamment comme Eyeballer, GoWitness. GoWitness qui est en fait un outil qui permet de prendre des screenshots de pages
aller vérifier. Et iBower qui est un modèle d'IA qui, en fait, en fonction du screenshot, va classer les sites en mode ça c'est du Apache 404 en mode c'est un truc qui a été déployé, c'est pas utilisé. Celui-là il y a une erreur dessus, celui-là il y a du login, celui-là il y a du register. Enfin voilà, c'est une pseudo IA mais qui marche bien pour le coup et qui permet de classer les trucs. C'est pas mal pour ta phase de. Ça, on parle d'une petite automatisation pour la phase de reconnaissance. Il faut pas. C'est pas une phase d'exploitation de vulnérabilité. Donc ça, cette phase-là, oui, est très importante et forcément. Et du coup, tout à l'heure, toi, tu disais que tu utilisais beaucoup de ChatGPT, par exemple. Oui, j'utilise beaucoup de ChatGPT parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis pas très fort pour développer des outils, hein. Donc je m'aide, il m'apprend et du coup maintenant, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers énormément. Tu vas t'en servir pour quoi exactement? Enfin, sans donner ta technique secrète, hein, mais Par exemple, on parlait du bounty que j'ai fait cette semaine, il y avait une méthode de chiffrement et c'était en C# et moi je sais pas du tout utiliser C#, donc j'ai expliqué à ChatGPT ce que je voulais faire. Ouais, je savais exactement ce que je voulais faire, hein, mais j'ai dit voilà, je sais ce que je veux faire, mais j'avais des morceaux de code que j'avais trouvés sur un site, sur leur GitLab. Je lui ai donné ça, je lui ai dit fais-moi ça. Il me l'a fait, il m'a fait un petit outil pour déchiffrer, chiffrer, déchiffrer, voilà quoi. Ouais, Ça te fait gagner un temps fou quoi. Moi c'est pareil, je m'en sers quand il y a du partie de JS obfusqué ou même avec le navigateur qui remet en forme, etc. J'arrive pas à comprendre. Je fais un peu le gros sale, je copie-colle, j'envoie à ChatGPT, je dis explique-moi, je comprends rien. Parce que moi le code je le comprends, mais après l'écrire et tout, tu auras des erreurs de syntaxe et compagnie, donc je lui dis voilà, j'ai ça, aide-moi. Et depuis 1 an, je te dis franchement, je pense que ça a aidé beaucoup de hunters. Moi je le cache pas. Oui, de toute façon, je vois pas pourquoi on le cacherait, ça reste un outil comme un autre. Hein, du coup. C'est un super outil. Je vois pas. Bah oui. Vous parliez de Python là juste avant. C'est pas anodin quand on parle de Python. En fait, c'est juste on va essayer d'automatiser ou de programmer un maillon manquant de la chaîne en général, que ce soit pour exploiter ou faire de la recon. C'est pour exploiter que voilà. j'utilise. Pour exploiter plutôt, ouais. Il y a des fous furieux aussi de Bash qui adorent bâcher tout ce qui existe. J'ai déjà vu. Alors, je me souviens plus qui était en interview, c'était avec Namsec, il me semble que c'était, je sais plus comment il s'appelait ce hunter, Mayonnaise ou quelque chose comme ça, c'était un nom comme ça. Le gars avait justement designé tout un flux de recon en fait où il prenait sa cible en entrée et derrière il avait tout un truc avec des outils qui se repipaient les uns dans les autres pour découvrir tout ce qui était les domaines, etc., les catégoriser, refaire de la recherche de vulnérabilité. En fait, il avait vraiment tout un gros pipe comme ça qui lui faisait toute sa recon en automatique et juste qu'il envoyait des notifs en fait en lui disant tiens, il y a un nouveau subdomaine qui vient de sortir et il y a tel techno donc vas-y quoi. Vous avez déjà testé ce genre de truc? Entendu, vu? Testé non, mais après je pense qu'on le fait, mais pas d'une façon tout automatisée comme il le ferait. Comme il le fait lui. Et on devrait le faire, je pense. Mais c'est ce que fait un peu Worthy, ouais. Ouais, c'est expliqué il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Après, j'ai pas. Enfin, les langues aussi à la main, on va dire. Voilà, regardez un peu ce qui se passe. J'ai pas un truc où je lui balance le nom de domaine et il va faire automatiquement. Mais oui, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée de piper des outils. Après, faut pas le faire n'importe comment non. Mais ouais, c'est un peu l'idée quoi, parce que il y a des fois où tu te retrouves avec des domaines 4000 sous-domaines, et évidemment faire ça à la main, c'est pas possible. Non, tout à fait. Et t'as un super outil aussi qui fait ça, je sais pas si tu connais, c'est NRengine. Je connais pas du tout. C'est pas mal comme outil. Si tu veux, je te montrerai un peu ce qu'il fait, mais moi je l'utilise carrément, tu donnes ton scope, ton nom de domaine à scanner, et hop, il te fait une phase il fait exactement ce que tu fais, il a phase de reco DNS, HTTP, il te fait t'as des un peu comme Recon Fuck the World. Ouais, c'est un truc comme ça. Ou Project Discovery, tout ça. Quoi. Voilà, c'est exactement ça, c'est un truc dans le même genre, ouais. Ok. Là, c'est bien foutu, t'as une petite interface web, j'ai bien aimé. Bah après, je pense pas que écrire ton outil de A à Z, alors que tu as à portée de main, tu as des outils qui font exactement la même chose. Est-ce que vous calculez un ratio alors
j'imagine qu'on le fait inconsciemment, mais est-ce que vous calculez un ratio entre le temps que va vous prendre la partie scripting ou développement d'outils ou autre, et le fait de faire les choses à la main? Parce que bien souvent, si on veut aller chercher un truc précis, on sait comment le faire manuellement en 10 clics, on va dire. Mais l'automatiser, des fois, ça peut prendre pas mal de temps, surtout pour gérer toutes les exceptions, les erreurs, etc. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous mettez devant la table de travail, où vous vous dites, bon, est-ce que ça vaut le coup que je scripte ce truc, ou je le fais à la main? Bon, des fois, je m'embête pas, je le fais à la main. Je suis un peu old school, moi. Ouais, moi ça m'arrive même des fois de me dire c'est vu le nez, c'est sûr, mais trop la flemme. Enfin, genre, c'est trop long et c'est trop long et en fait, ce qui est. Des fois en bug bounty, il y a des programmes qui acceptent entre guillemets les vulnes théoriques, c'est-à-dire on leur dit bah écoutez les gars, voilà, il y a ce comportement-là, c'est exploitable, c'est sûr, juste flemme scripté. Des fois ça passe et des fois need more info et bah ouais d'accord, ok, bah on voit le script qui permet de faire ça et dans ces cas-là tu vas être un peu obligé de le faire. Mais du coup maintenant, avant, ça commençait vraiment à être trop chiant. Je me disais bon ça vaut pas. Et tout à l'heure déjà, Warty, tu as commencé à en parler. Et du coup, Icar, je sais que tu ne te fais pas trop, mais est-ce que vous faites beaucoup de techniques d'analyse de code, voire de reverse, en fait, dans vos recherches en bug bounty? Et est-ce que vous avez des exemples concrets, en fait, de ce genre de choses? Reverse, Ouais, vas-y. Alors, du reverse, j'en fais pas, moi. Mais par contre, analyse de code, oui. Ouais, ok. Et ça m'aide beaucoup. Tu peux trouver des belles vulnérabilités, ça. Ouais, pareil. Un des trucs que les gens généralement font pas, que moi j'ai toujours fait, parce que j'avais commencé le bug bounty, je l'avais report, on m'avait reward. D'ailleurs, ce jour, je comprends pas pourquoi on m'a reward pour ça, mais soit c'est les fichiers .map de JS qui sont en fait les applications qui sont one page, donc genre du Angular, Vue.js, etc. React, on connaît maintenant, qui sont utilisés partout. Quand on les compile, ça donne un code dégueulasse, le fameux main.js qui fait 50 milliards de caractères, obfusqué, tout ce que tu veux. Et en fait, des fois, généralement, les développeurs, quand ils buildent ces applis-là, oublient qu'il y a un fichier .map qui sort aussi. Et en fait, à partir de ce fichier .map, on peut utiliser un outil qui va reconstruire toute l'arborescence du front-end, donc avec le code lisible, que ce soit TypeScript ou JavaScript. Et comme l'a dit Iker, à partir de ce moment-là, on peut analyser le code. Et en fait, l'un des problèmes des applications one page, c'est que tout le code est renvoyé au client, même la partie administrateur où il n'est pas censé avoir accès. S'il y en a. Et en fait, là-dedans, il y a les endpoint API aussi, qui sont administrateurs et qui sont pas censés être appelés par le client. Donc, si les checks sont bien faits dans le back-end, ça passe et l'utilisateur pourra rien faire. Mais si les mecs s'étaient dit, on met un nom aléatoire et comme ça personne trouvera l'API admin, étant donné que c'est une one page, qu'il y a le .map, qu'on a pu le récupérer, etc., en fait, on va trouver cet endpoint caché et on va pouvoir derrière gérer l'analyse de code. C'est plus de l'analyse de code que du reverse. Pour le coup, c'est très juicy, notamment dans les fichiers JavaScript. Et alors, c'est un truc qu'on avait vu, c'était sur un stream de la Lucas où on le voyait prendre une appli. Alors, j'avais suivi le stream, mais je vous avoue que je suis pas assez avancé pour comprendre tout ce qu'il avait fait. Ce qu'il faisait, en gros, c'est qu'il prenait une appli, il interagissait avec, et derrière, il avait mis en place tout un tas de logs, en fait, qui traçaient les entrées-sorties de l'application, mais même au niveau système, pour voir toutes les écritures de fichiers, etc. Et il se servait justement de cette analyse dynamique, donc si j'ai bien compris ce qu'il faisait, pour tracer en fait les endroits où potentiellement il pourrait y avoir des inputs, des outputs, etc. Est-ce que c'est le genre de truc que vous faites aussi en complément, ou c'est quelque chose qui est réservé, je sais pas, à des gens qui font vraiment que du pur code comme il fait lui? Alors moi, j'ai un exemple. Il y avait un programme de bug bounty et il y a des mecs qui fournissaient le code de l'appli. Donc tu téléchargeais le code sur le GitHub et t'installais tout le truc et tout. Moi après, c'était une appli en PHP. Après j'ai mis un petit débugger PHP. Et je suivais tout. Après je voyais quoi. Tu débugs l'appli et tu commences à trouver des endroits où tu peux faire des injections, des choses comme ça. Ouais. Mais ça arrive de faire, ouais, ça m'arrive. Et tu peux trouver des choses super intéressantes. Ouais, ça m'arrive aussi de sortir S-Trace pour voir ce qui se passe en fait dans l'appli. Typiquement sur des très grosses applis faites en Java, c'est un père à lire. Ouais, c'est clair. Le control flow de l'appli est juste infâme.
Et en fait, tu vas aller hit ton endpoint et derrière tu vas faire un strace pour voir ce qui se passe. Et typiquement, je sais pas, il va ouvrir un fichier, mais dans le code, tu as du mal à voir quel fichier s'ouvre. En fait, avec strace et avec ton filtre, tu vas avoir l'appel système qui part pour open. Et en fait, tu interagis direct avec le système, mais ça permet d'avoir la réponse à ta question directement sans avoir à comprendre tout le workflow Java, à savoir que ok, c'est telle fonction qui est appelée, donc faut que je regarde là, etc. Sachant que du Java à recompiler, ça peut être très chiant pour ajouter des bugs. Donc faire du strace dessus, ça peut être très vite juicy et faire gagner beaucoup de temps. Et alors, bon, j'ai pas un niveau très avancé sur cette question, donc je pense que c'est pour ça que je vois pas trop le cheminement, mais pour moi, tu vois, ce genre de truc, par exemple, je me dis, tiens, un programme automatisé, il doit pouvoir trouver ce genre de truc, un scanner de vuln, par exemple, il doit pouvoir trouver ce genre de truc assez vite, tu vois, genre, si tu fais de l'analyse statique, tu sais que tu vas pas utiliser telle fonction parce que c'est vulnérable à toutes les injections de la Terre, par exemple, donc ça se capte directement. Mais en analyse dynamique, j'imagine que tu peux faire la même chose, que tu vois quand ton appli fait des call systems pour aller récupérer des infos en administrateur ou ce genre de... Enfin, j'imagine que ça, c'est des trucs qu'on peut scanner automatiquement, non? Donc, est-ce que c'est des trucs qu'on voit sortir en bug bounty ou est-ce que ça a tout été rasé par des scanners ou des pentesters avant? En vrai, je sais pas trop. Mais pour le coup, c'est très technique, faut avoir accès au code, donc ça demande déjà des prérequis, forcément. Ce qui n'est pas tout le temps le cas en bug bounty, voire très rarement. Mais quand on fait ça, derrière, on va aller interagir avec le système. Donc je pense que ouais, ça peut potentiellement se trouver avec des outils automatiques. Excusez-moi, type code QL ou des trucs comme ça, qui font de l'analyse. Mais j'ai pas d'exemple en tête pour être outil d'analyse dynamique. Mais ouais, je pense que ça peut se trouver. T'as raison, hein, qu'un appel système qui part en open avec la data contrôlée par l'utilisateur, ça pue. Je suis d'accord. Mais ouais, j'ai pas d'exemple. Je sais pas si Kier t'as... Non, pareil, j'ai pas d'exemple dans ce cas-là. Ouais, après, il faut avoir accès au code de l'appli, comme tu dis. C'est certainement pas le cas typique en bug bounty, ouais. Ça arrive, mais pas souvent. Ouais. Je vais répondre à Seno dans le chat, je vais lui envoyer le lien du truc. Alors, voilà. Moi, il y a c'est des discussions qu'on a déjà eues, Warty, par ailleurs auparavant. Est-ce que vous auriez une kill chain, un enchaînement de vulnérabilités, un truc comme ça assez sympa à nous expliquer? Parce que souvent, c'est vrai que quand on parle de bug bounty, on entend parler d'SQLi, on entend parler d'XSS, on entend parler d'IDOR, et on va dire qu'on nous amène très souvent des sujets, j'allais dire basiques, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais enfin, je pense que vous comprenez le sens de la question. Et ce qui est assez amusant, c'est que parfois, il y a des kill chains hyper intéressantes où on va avoir une XSS qu'on va pouvoir enchaîner avec quelque chose, qui va enchaîner avec autre chose, et qui va faire monter la criticité. Et il y a ce côté... Alors ça, c'était une question qu'a amené Lotus très rapidement. C'est sur la créativité en fait que vous pouvez avoir dans le bug bounty. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu ce genre de choses? Je trouve ça très très fun. Alors, si vous avez des kill chains intéressantes, je suis preneur. Moi j'en ai, toi, Warty? Ouais, j'en ai aussi, donc si tu veux commencer. Ouais. Alors moi j'en ai une sympa qui a fini sur une RCE. Donc c'est une application qui te permet d'envoyer des mails en interne entre utilisateurs, tu t'envoies des messages. Et il y avait c'est une application Java avec un petit connecteur LDAP. Donc tu pouvais setuper un serveur LDAP externe ou autre. Et ce qui était marrant dans ce chain bug, c'est que tu pouvais aussi modifier le comportement de l'application Java. C'est-à-dire que tu peux lui dire, écoute, si le connecteur LDAP, le serveur LDAP répond avec un référal, il va forwarder ta requête à un autre serveur. Et normalement, c'est pas autorisé à faire ça. Enfin, parce que tu contrôles pas. Et donc l'application, par contre, tu pouvais la setuper dans l'API, tu pouvais pousser le référal à true. Donc, tu autorisais l'application à faire la requête LDAP vers un serveur externe qui lui redirigeait vers un autre, mais tu pouvais rediriger sur une autre URL JNDI, c'est du RMI. Donc après, tu pouvais envoyer un objet à désérialiser et choper une RCE.
Donc là, c'est un chain bug parce que tu avais une fonctionnalité de l'application qui était légitime, mais tu pouvais par contre, via l'API, modifier le paramètre, on va dire, du connecteur LDAP, et après tu enchaînes sur des installations Java. Voilà le genre de créativité qu'on peut faire en bug bounty. Ouais. Moi, du coup, j'en ai une ou deux. Il y avait une appli web, où c'est les fameuses applis web bounty qui sont un peu chiantes à pentest, c'est où t'as juste une page de login et t'as rien d'autre et t'as rien. Et généralement, c'est le genre de scope que je skip assez vite, puisque bah voilà. Et en fait, l'appli elle tapait en JSON sur l'API, et en fait, là, un truc que je fais tout le temps, que ce soit test et avant bounty, c'est de passer du JSON au XML, parce que les parseurs par défaut, typiquement ceux de Java, Jackson, il prend du JSON, mais si on lui spécifie un content type XML, il va prendre le XML par défaut. Fait comme ça. Et du coup, qui dit XML dit XXE aussi, donc XML External Entities, qui est une vulnérabilité qui permet de lire des fichiers locaux ou faire des requêtes HTTP, enfin faire des SSRF quoi. Si tant est que les entités externes soient activées, mais là, en l'occurrence, c'était le cas, donc du coup, on passe là-dessus. Et derrière, avec une XXE, donc avec les XXE en Java, c'est un peu plus spécifique parce que des fois, ça peut permettre de lister des directories, ce qui n'est pas souvent le cas, mais là, c'était le cas. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que en fait, il y avait, c'était sur du AWS derrière. Donc, dit AWS dit fameuse URL 169.254.169.254, qui correspond en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les métadonnées des machines virtuelles. En fait, c'est un peu l'endroit critique de AWS, là où il y a toutes les clés pour se connecter, etc. Alors, par défaut, elles y sont, même si on peut les enlever pour harden son cluster, mais là, c'était pas le cas. Et donc, du coup, d'un changement de content type sur le login, en fait, on arrive à une compromission totale de l'entreprise parce que on récupère les clés de l'IAM, donc le super administrateur AWS, et on fait ce qu'on veut. En fait. Et du coup, dans ces cas-là, pour Puck, j'avais listé les VM de l'entreprise, 400 comme ça. Donc c'était plutôt critique, donc voilà. Joli. Une simple page de login, on finit à être admin, super admin de l'entreprise, quoi. Magnifique. Combien de temps ça prend à faire ça? Ça m'a pris 20 minutes. Parce que voilà, c'est des fois, c'est ça aussi dans le bug bounty, c'est qu'on va avoir une vue dans 20 minutes et des fois, ça va prendre un mois d'exploit. Voilà, donc il peut des fois y avoir des kill chains qui prennent 20 minutes et des fois des kill chains qui prennent un mois, ça dépend. Moi, la kill chain la plus rapide que j'ai eue, c'était, je crois que ça doit être 25 secondes. Je tape sur le site qui est normalement fait pour les appareils Android. Sans faire exprès, je fais un CTRL U sans faire exprès pour voir le code source de la page. Et il y avait les creds AWS dans le JavaScript. Magnifique. Voilà. Mais c'est la fois où c'est des fois et ça arrive, c'est une crit du coup parce que même chose, c'était super administrateur de l'AWS et voilà ça. Des fois ça arrive, mais faut se dire que ça arrive très très peu souvent pour le coup. On est plus sur un temps de une semaine, 2 semaines, un mois. Mais des fois, il y a cette petite part de chance quand même où soit on sort une vulne, soit on est le premier à tomber dessus parce que les gens n'ont pas pensé à regarder tellement c'est un truc qui a aucun sens quoi. De mettre des clés AWS dans du JavaScript, c'est no sense. C'est clair. Et vous avez jamais de problème avec les pare-feux, les antivirus, tout ce genre de choses en fait? C'est ouvert à tous les vents ou alors il faut bypass tout ce qu'il y a? Moi, j'ai eu des cas de figure où je pouvais, via la console d'administration de l'appli, désactiver le pare-feu. Ah, ça c'est bien. Ça m'est arrivé une fois. Après, oui, c'est tentative d'évasion WAF, quoi. Tu essayes de faire du polyglotte ou des choses comme ça pour lui passer le WAF. C'est un exercice pas facile quand même. Ouais, clairement. Après, il y a d'autres kill chains où c'est un peu plus stylé, un peu plus de recherche. C'était celle qu'on avait présentée avec Pwn with Love à la Gruhack, où là, ça partait d'un misclick de la part de Pwn with Love où elle avait réussi à leak le contenu du fichier PHP et où il y avait au milieu du fichier eval $get. Je ne sais pas pourquoi c'était là, mais voilà, direction RCE quoi.
ça peut y avoir des choses comme ça aussi où tu comprends pas pourquoi c'est là, mais voilà. Le fameux misclick to RCE, c'est pas mal. Exactement. Incroyable. Alors, moi j'ai une question de plus sur les WAF justement. Là actuellement, je suis en train de me manger l'assertif OZEP, donc je suis en train d'apprendre le côté antivirus, mais système plutôt. Et ça fait un peu mal au crâne des fois. Mais si un truc que j'ai capté, c'est que en fait c'est juste un jeu du chat et de la souris, surtout quand tu parles de détection de signature ou ce genre de choses-là. Sur des WAF, est-ce que ça se comporte de la même manière? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont cibler des signatures d'injection, par exemple, je sais pas, SQL, XSS ou autre? Est-ce qu'ils vont analyser le comportement? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Est-ce qu'il y a de l'IA qui commence à rentrer à rentrer là-dedans? Et vous, vos techniques de bypass de WAF, est-ce que, comme dans le reste des AV, vous avez besoin de les faire évoluer au fur et à mesure du temps? Est-ce qu'il y a des trucs qui ne valent plus rien aujourd'hui, comme je sais pas moi, de mettre une quote par exemple dans un champ de recherche? Est-ce que c'est terminé? Comment ça se passe ce bypass de WAF? C'est comme tu as dit, en fait, il y a les deux. Il y a les WAF un peu à l'ancienne sur la base de regex, de choses comme ça. Et tu as de la WAF avec de l'apprentissage. Au-delà d'être de l'IA, c'est de l'apprentissage. Genre, quand tu arrives à la bypass, 5 minutes plus tard, ta payload elle peut ne plus passer parce que l'IA a appris de sa connerie qu'elle t'a laissé passer. Et en fait, c'est un enfer de report ça, puisque toi, tu as bien eu l'alerte qui a pop, tu la reportes et le triager il va te dire moi j'ai une 403, ça marche pas quoi. Ça peut. Ouais. Typiquement, les WAF comme Imperva sont très 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 relous à bypass. Et c'est de l'ingéniosité, il faut jouer avec l'encoding, la manière dont c'est interprété, ça devient vite un sacré foutoir, on va dire. Même si sur les WAF, tu as des techniques assez sympas, typiquement sur les WAF type. Il me semble que c'est Cloudflare. En fait, faut partir du principe que c'est eux qui vont recevoir la requête d'abord et qui vont la forward après. Donc s'ils se mangent une requête qui fait 1 million d'octets, tu te doutes bien qu'ils vont pas check les 1 million, parce que s'ils doivent check 1 million par 1 million par 1 million, ils vont juste se DOS et voilà. Donc typiquement, Cloudflare dans sa configuration de base ne va check que les 8 premiers kilobits de la requête. Ça veut dire que si tu as une SQLI en poste, par exemple, tu envoies 8000 A en paramètres, et après tu fais end recherche égale OR 1 égale 1, qui normalement ne passerait jamais Cloudflare. Mais là, ça passe parce que du coup, tu es après les 8 kilobits et ce sera pas check par la WAF. T'as des bypass comme ça assez intéressants, mais généralement, du coup, les clients commencent à connaître ces petits tricks qu'on utilisait, même si ça passe encore des fois. Donc maintenant, il y a plus cette problématique-là et du coup, il faut être inventif sur les payloads et bien connaître aussi typiquement le SQL pour aller trixer la WAF et que derrière ta requête SQL soit valide aussi. Vous allez utiliser de l'obfuscation du coup ou... Sur certaines payloads ou... Est-ce que c'est utile ou pas? Tu vas tenter de cacher de... Oui. Ça dépend. Au perso, j'ai pas eu du cas de figure. Moi non plus, ça va être... ça va être... Chain des caractères de commentaires, les mettre au milieu des keywords pour que la WAF elle voit pas que t'as fait ça, etc. Après, c'est spécifique à la DB qui est derrière aussi. Typiquement, séparer select en slash étoile étoile slash, c'est valable dans MySQL, mais dans MariaDB, c'est pas valide. Syntaxiquement, c'est pas valide. Enfin voilà, il y a en plus de la WAF, il y a le langage derrière et le DBMS qui va venir t'embêter aussi, puisque ta requête, même si ça passe la WAF, sera pas valide dans ce cadre-là. Oui, tu as toujours la problématique de t'as deux systèmes qui vont traiter ta requête, donc faut que les deux, faut qu'il y en ait un que t'arrives à bypass et l'autre faut qu'elle comprenne ce que tu lui racontes. Exactement. C'est là où t'as une différence avec le pentest, où en pentest tu vas dire au client whitelistez-moi de la WAF parce que je suis payé pour tester. Ou en bug bounty tu peux pas dire au client vas-y whitelist-moi s'il te plaît. Est-ce que, alors je sais pas si ça peut se traduire côté WAF, côté antivirus, ce que tu peux faire, c'est détecter le fait que que le programme est exécuté par une sandbox 1000 façons différentes.
et faire en sorte que ton programme soit inoffensif tant qu'il est examiné par une sandbox, qu'il est virtualisé, peu importe le terme qu'on utilise, mais qui s'exécute bien sur une machine qui est réelle. Est-ce que ça, côté WAF, ça existe aussi? C'est-à-dire, je sais pas, que tu as un bout de code qui arrive à détecter que quand il tombe sur le WAF, il va se présenter d'une certaine façon. Et une fois qu'il va taper l'ADB derrière, ou peu importe la techno qu'il y a, il aura une interprétation ou une forme qui sera différente. Je sais pas si c'est possible côté dev, je suis en train de me poser la question. Je pense que côté dev, c'est très compliqué à mettre en place. C'est très compliqué à mettre en place, je pense, côté dev. Donc ouais, je pense que vraiment les WAF qui se basent sur du machine learning peuvent pallier ça, puisque l'IA peut, je pense, comprendre syntaxiquement la requête, mais tout ce qui est à base de regex, c'est mort. Ouais, et puis tu as le problème de ressources aussi, qui est que, comme tu disais, avec les 8000A, tu peux pas te permettre non plus de tout traiter, tout forwarder, tout analyser. Ça peut être compliqué. Ouais, exactement, ouais. Il y a une question dans le chat, c'est est-ce qu'il y a encore beaucoup de targets qui sont pas protégés par des WAF, ou est-ce que ça devient nécessaire d'être déjà compétent en bypass? Il y a encore beaucoup de targets. Ouais. Après, il y en a beaucoup qui utilisent Cloudflare, mais tu peux bypasser Cloudflare en trouvant l'IP direct ou le nom de domaine direct de ta cible. Ça, ouais. La technique d'essayer de choper l'IP de base, elle est très utile, puisque derrière t'as plus cette notion de Cloudflare. Et c'est là où on pourrait se dire qu'on est out of scope, parce que du coup tu tapes sur l'IP et tu tapes plus sur le domaine, mais du coup c'est valide. C'est valide. C'est valide quand même, d'accord. Ils acceptent la plupart du temps parce qu'ils aiment bien que tu aies réussi à bypasser ça, donc ils sont curieux de savoir comment tu as fait, et après ils essaient de se protéger. C'est ça, parce que ça leur fait une vulnérabilité remontée gratos. C'est le bypass de WAF, c'est de dire voilà, j'ai réussi à identifier l'IP comme ça, et derrière j'ai claqué cette vulne, donc ils vont aller patch la vulne que tu as claquée, et en plus patcher le bypass de WAF que tu as trouvé. Et en plus, le pire, tu te dis que parce que des fois les mecs ils se disent ouais, je suis devant Cloudflare, je risque rien. Et en fait, une fois que tu arrives devant, une fois que tu bypasses ça, et pas le temps, tu te dis ok, festival. C'est ça. Il y a des petites techniques assez simples à faire. Est-ce que ça voudrait dire que c'est moins... Enfin, vous pensez que certains sites qui sont protégés, entre guillemets, par Cloudflare pourraient être moins sécures derrière, ou... Bah ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, par exemple, en pentest, les mecs ils se disent... T'es en pentest, ils disent ouais j'ai un WAF et tout, tu passeras pas. Ok d'accord, mais comme disait Warty, il dit écoutez, moi je suis là pour tester l'appli, donc enlevez le WAF. Et t'enlèves le WAF, et la plupart du temps, tu te rends compte qu'en fait les mecs ils faisaient trop confiance au WAF en question, donc ils se permettaient d'avoir des petits oublis, et toi tu t'arrives derrière, bim. Ouais. Et en bug bounty pareil, moi j'avais trouvé l'IP direct du site en question, j'ai bypassé le WAF, et après c'était SQL injection, tout ce que tu voulais derrière. Ouais, c'est ceinture ou bretelle, mais si tu passes l'un des deux, en fait, ils sont en slip, quoi. S'ils utilisent cette solution-là, s'ils utilisent cette solution-là, et qu'ils disent surtout, ouais, il y a ça devant, je risque rien. Voilà, s'ils ont cette philosophie-là. Mais t'en as qui n'ont pas du tout cette philosophie-là, et qui t'arrives derrière, tu bypasses et tu rentres devant, tu dis ok d'accord. Les mecs sont ça, ouais. Il y en a qui basent toute leur sécurité en fait sur le fait d'avoir une WAF. Ouais. Et en plus, ça doit être super dangereux au niveau. Si on réfléchit à l'infra en tant que tel, on a une question là sur qui demande est-ce que il n'y a pas des whitelists en provenance de Cloudflare. Donc je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas des cas, par exemple, où effectivement ils ont on va dire le truc frontal qui est ultra harden, où il n'y a rien qui passe, mais il suffit que tu trouves une vulne pour te retrouver du coup en interne, et avec des SSRF, peu importe, des rebonds ou quoi, tu te retrouves en fait juste derrière toutes ces protections là, et en fait tu as accès à absolument tout, et tu peux faire la fête derrière, quoi. Ouais, d'où on va dire la dangerosité de la vulnérabilité SSRF. Oui. Ouais, non, derrière ça peut vite. Derrière ça peut être vite un critique. C'est ça. Après, par contre, tu as aussi des applis qui sont protégées par une WAF et où le code derrière est plus que solide, et là,
même si t'as réussi à bypasser WAF, t'as un peu le seum derrière parce que y a rien, enfin, y a pas rien à faire, mais y a pas grand chose de plus, quoi. Ça me pose quand même, excuse-moi Lotus, ça me pose quand même une question, c'est-à-dire que, alors je reviens là, je sors légèrement de la technique, mais tout à l'heure on expliquait bien que un programme, enfin, quand ils arrivent en bug bounty, ils sont normalement matures en fait en sécu. Et du coup, si juste en fait ils reposent leur sécurité sur un WAF, enfin, il n'y a pas vraiment de maturité là. Il y a un sérieux problème, ou alors qu'est-ce qui s'est passé lors des pentests, ou enfin, c'est assez particulier quand même. Alors pour la maturité, ça dépend vraiment du programme. Moi j'en ai vu, d'autres personnes ont pu hunter sur des scopes où c'était pire que du DVWA, quoi. Bon, les injections SQL à 50 €, enfin bref. Mais ouais, c'est le genre d'appli où tu te demandes pourquoi ça a fini en bug bounty, parce que c'est injectable de partout. Il y a de la RCE, de la SQLI, de la LFI, enfin vraiment, il y a tout ce que tu veux, quoi. Et c'est les programmes, enfin, c'est pas que c'est pas mature, c'est que cette appli aurait jamais dû se retrouver là, quoi. Mais effectivement, quand tu tombes sur des programmes matures, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il y a un truc intéressant qu'a dit Blaze là sur le chat. Il a raison, oui. Sur les WAF, même quand il y a un WAF, il y a quand même des vulnérabilités que tu peux trouver, tout à fait. Oui, clairement, les WAF sont pas faites pour contrer les IDOR, les business logic, etc. Ils sont là pour contrer tout ce qui est SQLI, injection de commande, XSS. Ouais. Et ok. Et pour rebondir sur le côté arriver à rentrer une fois et ensuite à rebondir de l'intérieur, toutes les vulnérabilités de type stocké, enfin peu importe ce que c'est, genre des SQLI ou les trucs comme ça, le fait d'arriver à écrire quelque part sur un serveur et que ce soit ensuite réinterprété, il y a plein d'exemples de ça peut être avec des logs, avec des choses qu'on inscrit dans la DB, etc. Est-ce que... Alors je sais pas exactement de quel type de vuln je parle, parce que je pense que ça s'applique à plusieurs types de vulnérabilités différentes. C'est un truc, j'imagine, que le WAF aussi peut avoir du mal à capter, ou alors ça peut être des choses qui sont écrites avant que le WAF soit mis en place sur l'infra de la cible. Est-ce que c'est des trucs que vous targetez des fois, de vous dire ok, là j'ai un droit d'écriture à tel endroit, je vais essayer d'écrire tel bout de code pour ensuite le recoller de tel autre endroit, enfin essayer de monter des attaques comme ça en plusieurs steps comme ça? Alors moi j'ai un exemple, mais c'était pas pour écrire, c'était pour lire. C'est-à-dire que le WAF, si par exemple je voulais lire le passwd, le WAF refusait. Enfin, j'avais un 403. Par contre, si je faisais un cat issu, tu vois, le fichier tout bête, il me l'affichait. Donc tu vois vraiment que des fois, il y a des petites règles sur les WAF que tu peux... Bon, après, c'est vrai que la criticité est moindre, puisque si tu arrives avec ce type de fichier, mais tu peux quand même essayer de réfléchir à attaquer à essayer de lire d'autres fichiers. Mais en écriture, j'ai pas eu le cas, moi. Je sais pas pour toi, Worthy, si t'as eu le cas. Moi, j'ai eu le cas, mais c'était pas pour du server-side, c'était pour une XSS client-side. En gros, mettre le fameux IMG SRC Galix on error alert 1, le WAF, ça il est tellement classique qu'il le voit direct. Mais en gros, en faisant en sorte de foutre ta payload quelque part, je sais pas, typiquement dans la biographie de ton profil, par exemple, tu mets de la base 64, qui correspond à la payload que tu vas exec. Donc vu que c'est pas dans un IMG SRC, la WAF laisse passer, parce que c'est que des chaînes de caractères. Et en fait, à un autre endroit, tu vas écrire IMG SRC. Typiquement, l'exemple que j'avais là, c'était dans First Name, Last Name, qui était réfléchi en fait côte à côte dans la page. Et en fait, mettre IMG SRC égale X on error dans le First Name. Dans le Last Name, mettre égal, et après une payload eval machin. Et en fait, vu qu'il n'y a pas de tag avant et que c'est un eval mais que c'est des chaînes de caractères, la WAF laisse passer. Mais en fait, quand ça se reconcatène dans la page, et ça donne une XSS et derrière, mi bout à bout, tu peux trigger ta payload. Nice. Des bonnes petites techniques. Ça, j'aime bien ça. Alors, je demande des références pour les bypass de WAF. Je sais pas s'il y a des vraies références sur le net. Il y a des choses, il y a des trucs. Attends, je peux essayer. Il y en a. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui passent sur Twitter où c'est souvent des repo git ou des trucs comme ça. Ouais, ou des petites astuces, Cloudflare souvent, où il passe des XSS. Carrément.
un truc qui marche bien, enfin que moi j'utilisais en bug bounty, c'est ça, c'est WAF qui permet, qui est Ouais. vraiment bon sur l'identification de la WAF. Déjà, tu récupères ce que c'est, ouais. Quand tu sais ce que c'est derrière, typiquement du Cloudflare, il y a un bypass qui est assez connu, qui est pas patché. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Cloudflare le laisse. Faut aller le chercher sur internet, je le trouve pas là, mais il se trouve très facilement. Mais ouais, sur des WAF assez connus, ça peut se trouver. Sachant que sur les WAF comme Cloudflare, c'est de la configuration en fait de la part du client derrière. C'est pas Cloudflare qui va faire tout le boulot, c'est eux aussi qui doivent le configurer. Donc suffit qu'ils les mal configuent ou qu'ils savent pas le config, et là on peut essayer de passer quand même. C'est pas, faut pas se dire ok, il y a une WAF, c'est mort, j'arrête quoi. Généralement, on peut s'en sortir. Même si ça peut prendre, je sais pas, 2 jours au lieu de 2 minutes pour sortir une payload valide quoi. Ok. Très bien. Alors, on va aller sur un sujet qu'on n'a pas trop abordé depuis le début, c'est la partie reporting. Alors, on a déjà fait un très long épisode avec Charlie, avec Shutdown sur le pentest. On avait parlé du rapport de pentest à cette époque-là. Là, on est dans du bug bounty, donc le rapport, je pense, doit être très différent quand même de ce qu'on a eu l'habitude de voir. Déjà, comment ça se présente concrètement un rapport de bug bounty? Qu'est-ce qu'on met dedans? Et surtout, comment est-ce que vous faites pour estimer la gravité de la vulnérabilité que vous venez de trouver? Alors, comme tu dis, c'est beaucoup plus simple à rédiger un rapport de bug bounty qu'un rapport de pentest, parce que sur un rapport de pentest, tu as plusieurs vulnérabilités, plusieurs assets, plusieurs targets, plusieurs éléments. Tandis que sur un rapport de bug bounty, tu vas expliquer la vulnérabilité que tu as trouvée. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple parce que tu n'en expliques qu'une. Après, ça dépend. En général, tu expliques ce que c'est, le type de vulnérabilité. Ensuite, tu fais une sorte d'étape pour reproduire la vulnérabilité, étape par étape. Ensuite, tu proposes une rémédiation, une façon... Enfin, excuse-moi, d'abord, moi je dis l'impact de la vulnérabilité. Ensuite, tu proposes type de rémédiation. Et pour estimer le niveau de criticité de la vulnérabilité, nous on a à disposition un score CVSS. Donc selon si c'est du local, s'il te faut un compte utilisateur, etc., forcément le niveau va monter. Et passer un certain niveau, tu vas passer entre high, medium, crit et autres. Et on en arrive souvent là, c'est parce que le client final va rediscuter le scoring que toi tu as analysé. Voilà comment on fait, enfin, pour ma part. Je pense que c'est la même pour toi, Worthy. Ouais, c'est ça, c'est la même. Après, il y a aussi l'habitude. Porte typiquement une XSS où tu peux pas faire grand chose, c'est du 5.3 ou 6.1. Voilà, ouais, en fait, tu finis par connaître, en fait, tu fais même plus gaffe, en fait, tu cliques parce que tu connais le scoring. Après, là où Ike a raison, c'est là où les vulnes qui sont assez. Il y a des vulnes qui s'appliquent très bien au CVSS. Isidore ou les choses comme ça, où est-ce que c'est de la donnée client? Oui, allez hop, confidentialité, voilà, ouais. machin, etc. Et t'as d'autres vulnes, typiquement à bypass de paiement. En fait, l'impact, il est métier. L'impact, il est pas au niveau du serveur, en fait. Enfin, si on prend la définition de ça, c'est pas vraiment applicable, puisque l'availability, t'en as pas forcément, parce que le site est toujours up et il n'y a pas de souci. L'intégrité, peut-être, parce que tu as modifié un truc, et la confidentialité, il n'y en a pas. Donc en fait, si tu prends le scoring CVSS, un bypass de paiement, c'est CVSS 4, quoi. Alors que très bas, ouais. Alors que si tu prends dans la réalité, c'est une crit, genre il y a pas de débat quoi. Donc ça peut ne pas être adapté. Donc en fait dans ces cas-là, on sait qu'il faut mettre tout en high parce que de toute façon le client lui de son côté il se rend compte que il le fera aussi. Et voilà, c'est des choses qu'il faut connaître. Et après là où c'est assez facile d'estimer. En fait c'est généralement si tu touches de la donnée client, t'es en high ou en crit. C'est généralement ça en est là. Bon après si t'as une IDOR pour modifier le nom du chien de la personne, bon là peut-être que tu seras en médium, d'accord, mais et voilà. J'ai une question qui me vient en plus, je vais la caler maintenant parce que je pense que c'est important. Vous faites toutes vos activités des fois sur des durées qui sont très longues, si c'est plusieurs mois c'est super long. Là on parle de reporting, donc c'est dans le cas où on trouve quelque chose. On a parlé de légal tout à l'heure.
des fois il peut y avoir des soucis. Est-ce que vous avez un besoin, comme on a en pentest, de tracer absolument tout ce que vous faites? Est-ce que sur votre burp, il y a forcément un logger qui tourne? Est-ce que vous avez quelque chose qui audite votre machine et qui log tout ce que vous faites en continu? Est-ce que vous avez ce besoin de prouver ce que vous avez fait sur la target, ou c'est le client qui doit se débrouiller d'avoir tout ce qu'il faut au niveau log pour savoir ce qui s'est passé sur son infra? Si ton rapport est clair et net, normalement, il n'y aura même pas besoin. Ouais. Après, ça dépend du type de vulnérabilité. Si tu as fait quelque chose qui ça fait un énorme crash, là oui, peut-être que tu auras besoin. C'est dans ce cas-là où ça peut être important. Parce qu'en pentest, c'est pareil, tu as rarement besoin de mettre absolument toutes les traces. Par contre, si ça se passe mal, tu as besoin de montrer tes logs et de dire bah non, c'est pas moi qui ai fait un drop de table, tu vois, des trucs comme ça. Bah alors, ce qui est pas mal aussi, c'est pour ça que dans les programmes, ils te le demandent. Ils te demandent de mettre un user agent. Ouais, un user agent. Après, tu as ton IP. Parfois, il y a une connexion VPN à la target, des choses comme ça. Donc oui, t'es quand même. Je pense que dans les logs, ils peuvent. Après, il y a l'eurodatage aussi. Ils peuvent savoir. Voilà, t'as fait ça à tel jour, telle heure. Ils sont quand même au courant. Ouais. Le user agent, ça paraît rien. Enfin, moi, personnellement, au début, j'étais en mode, oh, c'est bon, c'est chiant de devoir le mettre. Et en fait, c'est important parce qu'au final, pour le programme, déjà, ça permet de différencier, on en parlait tout à l'heure, les requêtes légitimes des requêtes illégitimes. Et ça permet aussi de retracer ce que tu as fait pour, voilà, s'il y a un problème que ce soit, quoi. Après, comme a dit Kier, si ton rapport il est bien fait, normalement, il n'y a pas de problème à avoir. Et normalement, c'est justement ton rôle quand tu écris le rapport de faire en sorte que le client se pose pas d'autres questions derrière. Tu dois faire en sorte que le premier truc que tu envoies, il comprenne, qu'il arrive à reproduire, et voilà. C'est ça. Alors, je vais juste... parce qu'il y a une question qui tourne un peu dans le chat depuis tout à l'heure et ça se répond un peu. Est-ce que vous gardez parfois certaines vulnes découvertes parce que vous savez que cela pourrait être utile cumulé à une autre vulne? Ou est-ce que vous devez remonter la première vulne et ne pas attendre? En fait, on vous demande si c'est légal d'escalate une première vulne, ou est-ce que vous devez déclarer tout ce qui traîne et tous les low-hanging fruit être déclarés, quoi. Il n'y a aucune obligation. Si tu trouves une vulne, tu travailles sur une plateforme de bug bounty. Tu trouves une vulne et tu n'as pas envie de la remonter, soit tu prends un risque parce que quelqu'un va le faire. Donc tu rates. Le risque, c'est de rater le reward, hein, c'est ça que je veux dire. Ou soit tu te dis, ouais, peut-être que celle-là, je vais la garder parce qu'elle a l'air un peu exotique et peut-être que si je l'accumule à une autre, l'impact sera beaucoup plus grand. Oui, tu peux le faire. Et ça c'est déjà arrivé. Ouais, pour moi aussi, ouais, t'as aucune Déjà obligation. arrivé, ouais. T'as aucune obligation de remonter la vulne, et comme l'a dit Kier, c'est premier venu, premier servi. Donc si tu décides de la garder et que quelqu'un la reporte avant toi, bah ce sera, voilà, c'est toi qui as décidé, et du coup c'est tant pis, quoi, c'est le jeu. Tant pis pour toi. Parce que ouais, il y a des vulnes qui paraissent insignifiantes même si elles se reportent. Par exemple, je sais pas, un Django en debug. Bah si l'appli est bien faite, en soi ça apporte pas de gros problèmes de sécu. Mais si tu as un file read sur l'appli, tu peux aller récupérer les différentes informations pour accéder à la console derrière et là claquer une RCE. Ce qui, du coup, là c'était intéressant de la garder. Ah ouais, bel exemple. Mais t'as pas d'obligation de. Après, c'est à toi de voir. Si tu dis je garde ça parce que je suis sûr que personne va le trouver, c'est un risque à prendre. Ouais, voilà. Juste le risque, c'est voilà, on te passe devant. Ok. Du coup, je reviens sur le rapport. Désolé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait, de pouvoir, entre guillemets, sauver les meubles avec un bon rapport? Dans le sens où peut-être que la première vulne n'a pas spécialement été acceptée, ou ça a été un petit peu contesté sur la sévérité, ce genre de choses. Et est-ce qu'un bon rapport, ça peut sauver les meubles? Et si vous avez des exemples, je suis preneur. Alors, j'ai un bel exemple, moi. C'était une RCE by design. Donc, c'était pour eux une fonctionnalité. Donc, j'ai tapé dans le rapport, je l'ai mis dans le rapport, etc. Mais j'ai été beaucoup plus loin. Donc, les mecs m'ont répondu, OK, c'est by design. Et le rapport m'a sauvé parce que je leur ai dit, et si je route la machine? Et là, ils m'ont dit, bah, si tu routes la machine, on accepte. Est-ce que ça rentre dans tes clous? Je pense que oui, puisque j'ai envoyé le rapport pour la RCE by design, on va dire. Et derrière, j'aurais proposé de router la machine, ils ont accepté, je l'ai fait et ça a marché. Ouais, clairement, un bon rapport peut
peut te sauver clairement. C'est clair. Par rapport au client, et au-delà de te sauver, peut aussi servir de justification pour le reward. Si le client tente de baisser le CVSS, lui dire bah non, dans le rapport initial, je t'ai balancé ça, là, tu peux pas te permettre de dire que la confidentialité elle est à none. Disons. Ça peut te sauver presque moi. Je réfléchis depuis tout à l'heure, mais si t'as sur les XSS, typiquement sur les XSS, si tu dis, tu reportes à XSS et tu dis ouais bah voilà, je peux faire un account takeover, mais que tu mets pas le POC, bah le client il reçoit le rapport, il peut te dire, soit il va te dire bah ok vas-y fais-moi un POC et dans ces cas-là je te l'accepterai. Soit il peut dire, soit il te dit ok t'as pas POC, bah la vue tu l'as pas POC donc c'est pas applicable, bam il corrige et là Et voilà. T'es fait quoi. Une gratuite. Après, moi, généralement, ce que je fais pour les XSS, ce que je faisais quand j'avais une XSS, c'est que je la reportais en crit direct s'il y avait des comptes sur la plateforme. Et après l'avoir report, je bossais directement sur le account takeover pour prendre le lead sur la vuln pour éviter que quelqu'un la reporte. Et après, dans les commentaires, tu rajoutes by the way, voilà le pop pour le account takeover. Ce qu'on fait tous, ouais. Ça, j'avoue qu'on le fait, ouais. Petite astuce très sympa. Ouais, tu bloques la vune, t'es le premier à la. Voilà, et après t'arrives à escalader, c'est bien. C'est bien. Elle a mis les pieds sur le strapontin, c'est parti. Voilà, laissez-moi. Et des fois, ils te disent ok, t'es le premier, allez, montre-nous si tu peux aller plus loin. Et des fois, ils jouent le jeu, quoi, c'est cool. Ok. J'ai une question là-dessus parce que ça disait oui, ok, on peut garder certaines vulnes pour escalader la criticité combiner avec d'autres vulnes. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas moyen non plus pour certains margoulins de farmer un peu les bounties par exemple, un scénario où on arrive sur une appli, on trouve une vulnérabilité avec une root cause. Sauf que le gars va pas report la root cause, il va juste report un des effets mais qui lui permet d'exploiter autre chose et farmer comme ça toutes les répercussions qu'il peut y avoir sur l'application jusqu'au moment où il a terminé de report tout ce qu'il pouvait report et il va attaquer finalement la root cause qui est située un peu plus loin. Est-ce que ça arrive ce genre de cas où il n'y a pas d'intérêt et puis de toute façon je sais pas peut-être qu'avec les durées de paiement, les durées de reporting ou quoi, l'entreprise en face va bien se rendre compte qu'il y a une seule root cause en fait et du coup il n'y a qu'une seule vulne et qu'une reward à donner. Ça me fait penser à quelque chose, ça. Je sais pas pour toi, Worty, mais moi ça me fait penser à quelqu'un aussi. À quel point le pauvre qui a l'habitude de qui a l'habitude de faire ça, ouais. Oui, je le connais pas, hein, je sais pas. Il n'est pas dans le chat, je crois. Mais... il est pas dans le chat. La vidéo, il se reconnaîtra. Il va te reconnaître. Allez, un petit indice, 50 €. D'accord. Voilà, l'effet d'éjection. Toujours la même personne dont on parle de cette chance, mais sur lui. Hein, quand même. Il a pas de chance. Franchement, il a pas de chance. Il a les oreilles qui sifflent ce soir. Ouais, il a pas de chance. Ouais, non, mais quand t'as une technique là-dessus, quand t'as, je sais pas, on va dire, t'as XSS, on va dire, et tu la reportes. Derrière, voilà, le client va te dire, est-ce que c'est fixe? Et au lieu de chercher un bypass à bypass le fixe, tu vas retaper ta payload que tu as envoyée au client. Tu vas dire ouais, elle marche pas. Donc le client va resolved. Et après, tu balances une autre payload. Et du coup, là, ça refait une XSS. Et en fait, de faire comme ça en attendant que le client mette en resolved, en fait, ça t'autorise à le faire parce que quand il est en resolve, ça veut dire c'est bon, j'ai patch la vuln, donc elle est plus là. En fait, du coup, derrière, tu peux faire ça. Alors que si tu balances tout d'un coup, bon, dans le cadre d'une XSS, c'est un peu no sense de report une XSS pour une balise image, une XSS pour une balise fond, mais c'est juste pour l'exemple. Et en fait, de tout report d'un coup, ça peut te nuire dans le sens où le client va fixe et va dire one fix, one reward. Et en fait, avec un fixe, tes autres rapports ne passent plus. Et du coup, tu t'es fait avoir. Et moi, j'ai déjà eu le cas où sur une appli, c'est simple, c'était juste une page de login, il y avait 4 endpoints, les 4 endpoints ils étaient vulnés à une SQLI et il y avait ça sur 2 sites, donc j'ai report 12 SQLI, 8 SQLI je crois, ou 10, je sais plus. Et comme un teubé, je les ai envoyés toutes à la chaîne et le client m'a dit ouais mais nous on a one fix, one reward, sachant que le client avait menti parce que derrière j'avais toujours SQL sur certains. Bref, mauvaise foi on va dire. Mais voilà, je me suis fait avoir parce que j'ai tout report d'un. Et là du coup le client m'a dit c'est une route cause. Accepte pas, ils m'ont qu'une fois et je me suis auto-dupe. Après, pour moi, c'est un peu normal. Si tu trouves, par exemple, sur un paramètre, mais dans une page différente, la même vulnérabilité, pour moi, il n'y en a qu'une.
mais tu la rejoues plusieurs fois sur tout le truc, la route cause, c'est la même. Ouais, non, Donc je c'est suis ça que maintenant dans les programmes, tu vois souvent maintenant one fix, one reward. Maintenant, ça se fait de plus en plus sur les programmes, les one fix, one reward. On l'a fait, hein, je pense que la plupart des hunters sont amusés à le faire. Mais maintenant, c'est un peu compréhensible. C'est sûr que voilà quoi, le mec sur une page, tu trouves une vune et tu peux la jouer sur différentes pages, forcément. Le mec va se dire non, écoute, c'est le même route cause, on fixe qu'une fois et on reward qu'une fois. Ok. Alors, donc là, c'était le scénario où il y avait une seule route cause pour plusieurs manifestations voilà, de vulnérabilité. Par contre, tu as peut-être aussi des scénarios où, imaginons, tu arrives à trouver, je sais pas, tu as une SQLI ou un truc comme ça qui te permet de bypass une page d'authentification, par exemple, et derrière, tu tombes sur une autre page, fonctionnalité à laquelle tu n'avais pas accès, et tu tapes ce truc-là et tu te rends compte que tu as une RCE là-dessus, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un danger si tu reportes les deux en même temps? Donc tu as d'un côté la SQLI, de l'autre côté tu as la RCE. Est-ce que tu n'as pas un danger où ils te disent ah oui, mais en fait si on corrige la SQLI, tu n'as plus accès à la fonctionnalité, du coup ta RCE elle n'existe pas? Alors là c'est un chain bug. Parce que si par exemple tu as un compte, ou qu'après l'application te propose la création de compte ou le programme te met dispo des crédentiels, tu auras toujours la RCE. Donc ça c'est plutôt un chain bug, c'est-à-dire que via la première SQL injection, tu bypass autant et après tu as une RCE dans l'appli, mais c'est juste du chain bug. Pour moi, oui, c'est du chain bug, et après voilà, le chain bug, c'est... Tu fais deux rapports différents. Mais... Ouais, c'est ça, voilà, tu fais deux rapports différents, et sur ton deuxième rapport, tu dis ce bug est en relation avec l'autre. Après, des fois, ce que tu peux faire, tu le mets dans le même rapport, et les mecs, quand ils sont sympas, ils te donnent un petit bonus. C'est ça. Et du coup, est-ce que t'as pas intérêt à retarder le moment où tu fais ton reporting pour trouver plus de vunes sur le truc que t'es le seul à taper a priori, tu vois? Oui. Ouais. Okay. Oui. Clairement, ouais. Ah oui, le but du jeu, enfin, Bug Bounty. Après, il faut revoir les conditions du programme, parce que des fois, tu as des programmes qui te disent attention, ça, c'est pas autorisé. Le Prive Escalation et compagnie, vous n'avez pas le droit de le faire. Par contre, tu as des progs où ils te disent carrément ça, tu peux le faire. Donc, si dans le programme, il te dit tu peux élever tes privilèges de façon horizontale, verticale, comme tu veux, qu'est-ce qui t'en empêche après de, oui, avoir accès à la machine, derrière, avoir accès à l'appli, et derrière, regarder un peu les fonctionnalités qu'elle a et les contourner ou en abuser? Ouais, non. C'est même une chose à faire. Après, moi, j'avais le cas là où j'ai report c'est SQLI. J'ai dit au client, ok, bah, je bypass ton authentique, je peux avoir le reste de l'appli. Et le mec m'a dit, bah non, t'as mal lu les conditions du programme. Dans les conditions du programme, il y avait marqué, étant donné qu'on est dans la première phase du scope, programme, on ne cherche que les bugs liés à l'authentification. Si vous arrivez à bypass l'authentique, vous êtes interdit de continuer sur le reste de... C'est important de lire quand même les règles du programme, très important. Tout ça, c'est dans le meilleur des mondes, en fait. Mais comment ça se passe quand le rapport il est rejeté alors que vous avez clairement établi une vulnérabilité, que vous avez clairement un POC qui fonctionne, que en face c'est de mauvaise foi, qu'on vous abaisse la sévérité à un truc complètement débile. Enfin, est-ce que vous avez un recours possible avec la plateforme? Comment ça fonctionne en fait? Est-ce que vous avez un retour par rapport au triageur? Est-ce que vous pouvez demander à être réévalué, ce genre de choses? Comment ça se passe, ça? Alors moi, ça m'est arrivé une fois où, oui, j'avais un gros bounty et j'étais très déçu. Donc les mecs, ils ont baissé tout le score et compagnie, et ils te donnent un petit bounty. Tu t'attendais à un gros chiffre. Et tu reçois ça, tu fais « Ah bon ?» Bah, c'est vexant parce que tu te dis ok, le programme te motive, donc il te dit voilà, écoutez, si vous avez à faire ça, vous avez ça, et une fois que tu le fais, il te baisse le score. Alors tu peux tenter de discuter avec le programme gentiment, hein. Moi je conseille toujours d'être courtois et compagnie, ça sert à rien de s'énerver, etc. Machin chouette, ça mènera à rien. Mais avec des arguments, tu expliques bien ce que tu as fait et tout. Dans la plupart des cas, ça passe. C'est-à-dire que le mec en face, il va réfléchir parce que tu lui dis, écoutez, voilà, moi je travaille sur votre programme, j'essaie d'envoyer des rapports de qualité et tout. Par exemple, je vous ai envoyé tel programme, vous me rémunérez tant, alors que celui-là était beaucoup moins critique que celui d'aujourd'hui. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un problème, etc. Moi, pour mon cas, ça s'est bien passé. Donc, ils ont discuté entre eux, ils ont tout revu, tout réévalué, c'est bien passé. Mais pour des personnes, ça se passe mal. Et là, il y a l'équipe de support
plateformes là, c'était YesWiak ou autres, qui sont là normalement pour épauler un peu les hunters. Mais j'ai pas eu affaire à eux, donc je pourrais pas te dire le retour, mais je pense que normalement ils sont là pour ça, ils vont quand même aider, défendre un peu la cause des hunters, parce que c'est quand même eux qui sont là pour le client, hein, pour trouver des vulnérabilités sur leurs produits, pour les aider à rendre le produit vraiment plus sécure. Donc ils sont là pour nous aider. Mais j'ai pas eu ce cas de figure, moi j'ai réussi à le faire via le rapport, on a bien discuté et tout, j'ai bien expliqué avec des bons arguments, enfin je pense que j'ai été convaincant, donc j'ai eu de la chance. Mais je sais pas si toi, Worthy, tu as eu ce cas de figure ou tu as dû avoir le support de la plateforme. Alors moi je l'ai pas eu sur YesWiak, je l'ai eu sur Hacker. Mais sur YesWiak, j'ai jamais eu affaire au support. On a réussi à régler ça avec le client avant d'en arriver là. Mais ouais, je sais que s'il y en a qui ont eu affaire au support et que si le client il est vraiment fait l'autruche, quoi, bah YesWiak ils peuvent pas faire grand chose d'autre. Après, ça dépend vraiment du type de vune qu'on va dire. Pour rebondir à ce genre de problème-là, il y a des vunes où tu peux pas dire non. Désolé, tu peux pas dire non. Il y en a d'autres où c'est discutable, ça dépend s'il y a besoin de l'interaction d'un utilisateur ou des choses comme ça. S'il y a besoin d'un élément déclencheur pour déclencher la vulnérabilité, là je comprends que ça peut être discutable. Mais il y en a où tu te demandes même pourquoi. Moi, c'était mon cas, je lui dis pourquoi il me sort ça. Mais j'ai pas eu le cas d'utiliser le support, mais des fois un bon petit argument et ça passe. De manière globale, comment est le sentiment côté Hunter? Alors là, ça va être très subjectif, hein, bien sûr, mais est-ce que vous avez l'impression d'être du côté de la plateforme, avec le client en face? Est-ce que vous avez plus l'impression que chacun est dans son coin ou que la plateforme est avec le client et que vous êtes un peu seul dans votre coin? Niveau sentiment, c'est comment? Alors moi perso, je pense que ce qui est bien avec, je parle de YesWiak, parce que je bosse beaucoup, je run beaucoup sur la plateforme, c'est que c'est les deux parties, c'est-à-dire qu'ils sont là pour aider soutenir les hunters quand il y a un problème, et par contre ils sont là aussi pour soulager leurs clients en disant écoutez, voilà, ok, on comprend votre point de vue, mais vous avez vu ce qu'a fait le hunter, etc. Je pense qu'ils sont là pour faire l'équilibre entre les deux, mais moi je me sens pas délaissé ou autre par la plateforme en disant non, c'est le client qui a le dernier mot, point final. Oui et non, parce que je suis d'accord qu'il y a d'autres hunters, mais s'ils commencent à faire ça, ça peut, comme disait là justement François Lab, je rebondis là-dessus, est-ce que ça se dénonce publiquement à un mauvais payeur? Et moi je le ferai pas parce qu'il y a des conditions qu'on a acceptées, on n'a pas divulgué le nom du programme, etc. Donc ça on peut pas le faire, hein, dénoncer publiquement vos payeurs, on peut pas le faire, mais on en parle entre nous, sans citer de nom, on dit voilà, j'ai rencontré tel problème un jour sur un tel programme sans le citer, et si un mec il a le même problème que nous, on dit ah bah tiens, t'as le même problème, t'as pas eu de problème toi, etc. Mais non, moi je sens vraiment que les plateformes, c'est leur intérêt, hein, que les deux parties soient assez satisfaites. Mais après, comme je dis toujours, si t'as vraiment ça dépend de type de vulnérabilité, mais il y a des trucs que tu peux pas nier, quoi. Moi, ça m'était arrivé sur un programme de report ils avaient mis GitHub dans leur programme, de report une clé API hardcodée. Les mecs, ils font un git push, un git commit. Du coup, bah, c'est plus dans la branche master. Du coup, ils me mettent en informative, ils me disent bah non, il n'y a pas de clé. Là, j'étais en mode les gars, il faut réfléchir 4 secondes, quoi. C'est du versionning, donc la clé, elle était là. Et là, j'ai pas eu besoin d'aller au support parce que j'ai juste envoyé les preuves et j'ai dit bah voilà, si là vous acceptez pas, c'est direct un call au support et là j'aurai gain de cause, quoi. C'est indiscutable, comme l'a dit Icar, des fois c'est juste y a pas de discussion à avoir. Voilà, exactement. Mais ouais, moi j'ai un peu la même perception. De toute façon, YesWiak sont obligés, YesWiak ou comme n'importe quelle autre plateforme sont obligés de à la fois satisfaire le côté client et le côté hunter, parce que s'il n'y a pas ça, s'ils n'arrivent pas à trouver un équilibre en tout cas sur ça, bah derrière l'écosystème se casse la gueule, quoi.